des phénomènes d'une ampleur sans précédent. On est arrivé à la limite d'un système, et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Le principe même de la vie depuis 4 milliards d'années, c'est la diversité et la coopération. Je suis Patrice Valentin, et mon métier, c'est la vie. C'est-à-dire que je suis entrepreneur en génie écologique. C'est-à-dire gérer les systèmes vivants, permettre leur résilience, les écosystèmes, la biodiversité, etc. Mais donc tout ça, ça ne se fera pas sans une compatibilité avec les activités humaines, sans une bonne relation avec l'humanité. Et donc, à force de réparer ou de tenter de réparer des écosystèmes qui étaient déséquilibrés, j'en suis arrivé à une conclusion, c'est qu'il serait peut-être un petit peu plus malin, plutôt que de vouloir à tout prix essayer de réparer ce que nous avons abîmé, d'éviter de les déséquilibrer. Donc de travailler vraiment en amont et de retrouver notre compatibilité avec la vie. Et c'est cette inspiration que nous avons eue avec des camarades agriculteurs, entrepreneurs, citoyens, beaucoup de jeunes aussi avec qui nous avons travaillé sur ce sujet, qui m'ont amené à me dire en fait l'avenir, peut-être que ça peut être sympa, il faut s'y mettre maintenant, et c'est un projet qui est le projet Utopia, et que je vais donc vous présenter dans les épisodes qui vont suivre. On vit une période qui est un peu complexe, il y a beaucoup de craintes, d'angoisse, de peur, et il se trouve que moi je suis très confiant pour l'avenir. Ce n'est pas de l'optimisme, l'optimisme c'est un pari sur l'avenir, on pense que ça va bien ou mal se passer. Parce que la vie a existé avant nous, elle existera après nous, et en fait c'est comme un peu le surf, c'est-à-dire qu'il faut monter sur la vague, accompagner la vie. Ça paraît à peu près évident que si on n'est pas compatible avec la vie, en fait c'est qu'on est mort. Et bien en fait c'est ça, c'est pour cela que je suis confiant, c'est parce que j'ai cette expérience, de par mon métier dans le génie écologique, de voir les écosystèmes, les interrelations avec les espèces, mais aussi les interrelations dans toute notre histoire d'humanité, de l'espèce humaine, avec les écosystèmes. C'est une base sur laquelle on peut s'appuyer et qui fait qu'on peut regarder effectivement l'avenir, peut-être pas avec sérénité, mais en tout cas avec confiance. Parce que l'avenir, on peut se poser la question de ce qu'il va être, faire des paris sur l'avenir, en fait, il sera ce que nous voulons qu'il soit. Si on ne décide pas, eh bien effectivement, il va falloir le subir. Je vais le dire autrement, on a beaucoup de prospectivistes aujourd'hui qui nous décrivent l'avenir en faisant des prévisions sur la température, les degrés de température, les ressources carbone, etc., etc. Et donc ils décrivent l'avenir. Or, s'il y a quelque chose qui est incertain, pour le coup, c'est bien l'avenir. Mais plutôt que de décrire l'avenir, nous voulons l'écrire. Bien sûr qu'il y aura aussi des incertitudes, mais elles seront quand même bien limitées si nous savons où nous voulons aller. Alors, quand je vous dis je m'inspire de la vie, pourquoi ? Depuis le commencement, depuis 3,8 milliards d'années, la vie est basée sur deux principes fondamentaux qui sont la diversité et la relation. Aucune espèce ne se suffit à elle-même. Elle n'existe qu'en dépendance les unes les autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Aucune espèce ne se suffit à elle-même. D'ailleurs, mon corps, il y a plus de cellules non humaines que de cellules humaines. Elles ne sont pas en compétition avec moi. J'ai 3 kilos de bactéries dans les intestins qui me permettent de digérer l'excellent déjeuner que j'ai pris à midi. Si elles n'étaient pas là, je ne vivrais pas. Et j'ai une multitude de petites bestioles sur le corps, partout, etc., qui font partie de mon écosystème corporel. Et bien ça, c'est le principe de la vie et tout est comme ça. Je respire parce qu'il y a la photosynthèse. Je peux boire parce qu'il y a le cycle de l'eau qui permet d'aller puiser de l'eau à 5 ou 10 mètres de profondeur. Vous savez, un chêne, c'est presque 1000 à 1200 litres d'eau par jour qu'il va puiser dans les profondeurs, évapotranspirer, qui va donner des précipitations, etc. On pourra en parler longuement à d'autres occasions, mais voilà, c'est ça la vie. Diversité et relation. Et quand l'humain est arrivé sur Terre, dans l'Homo sapiens, disons, il y a à peu près 300 000 ans, comme n'importe quelle espèce, il était dépendant des autres espèces, chasse, pêche, cueillette, et pendant 300 000 ans, on s'est promené dans la forêt en profitant effectivement des autres espèces avec une partie prédation, ça fait partie du fonctionnement du vivant. J'ai dit que la coopération était un principe premier, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de compétition. Il y en a,
mais l'essentiel étant la coopération. Et donc il a bénéficié des services produits par les autres espèces, et puis il y a environ 8-10 000 ans, il y a eu une première révolution, qui est la révolution néolithique, la révolution agricole. Qu'est-ce qui s'est passé? La caractéristique de l'homme par rapport à toutes les autres espèces, en fait, c'est le rêve. Le rêve, c'est quoi? C'est imaginer quelque chose qui n'existe pas, le concevoir et faire des efforts pour l'atteindre. Par rapport aux autres espèces, nous sommes, a priori, les seuls à pouvoir faire ça. Les autres espèces peuvent avoir des sentiments, les mammifères, on le voit avec des animaux domestiques, les chevaux, etc., peuvent avoir des cultures, peuvent avoir des techniques, peut-être rudimentaires, mais qui existent, pour ouvrir des fruits, etc. Mais cette question d'imaginer, de concevoir quelque chose qui n'existe pas, et de s'associer pour le faire, on est les seuls. Et l'agriculture, ça a commencé par des expériences, par des erreurs, des échecs, et petit à petit, on s'est dit, on va améliorer notre bien-être, notre sécurité d'ailleurs avant tout, notre sécurité en premier lieu, notre bien-être, en nous associant à la vie. Parce qu'à ce moment-là, l'humain n'invente rien, il ne crée rien. Il associe son intelligence créatrice avec la puissance de la vie. Et c'est l'alliance des deux qui crée l'agriculture et qui crée notre civilisation d'aujourd'hui, qui est une civilisation agraire, même si dans le supermarché, le lien avec l'agriculteur est un petit peu distendu, mais n'empêche que tout ce que nous voyons, ça a quand même été extrait du sol par le travail de l'homme et en alliance avec la vie. Mais à ce moment-là, nos anciens n'ont pas eu la prétention de se dire « Aïe, on a trouvé le truc, on va laisser tomber le vivant, on a l'agriculture, le reste n'existe plus ». Ça aurait été d'ailleurs assez radical pour nous si on l'avait fait. Donc on est resté en alliance avec la vie, simplement, il y a en diversité, relation, dépendance, mais alliance. Mais il y a une deuxième révolution, qui est la révolution énergétique, qui a permis la révolution industrielle, mais c'est cette question de la maîtrise de l'énergie, et ça rejoint un peu ce mythe de Prométhée, de Dieu qui donne, enfin Prométhée qui donne le feu aux hommes, et là, on s'est pris peut-être pour ce qu'on n'était pas. On s'est dit qu'avec cette maîtrise de l'énergie, avec la technologie qui en a découlé, qu'on pouvait s'abstraire de certaines contingences de la vie, et même, finalement, que nous pouvions nous suffire à nous-mêmes. Et c'est ça qu'on a aujourd'hui. Une espèce d'hubris, c'est-à-dire un orgueil démesuré, où l'humain s'imagine que c'est bon, il maîtrise, il a tout trouvé. Bon, on a des choses à côté qu'on appelle l'environnement, donc il faut faire attention, etc. Mais c'est moi qui décide de tout. Mais en fait, ça ne marche pas. Nous sommes toujours vivants, et comme tout être vivant, dépendant et collaborateur du vivant dans son ensemble. Toujours aussi dépendant. Le fait de s'imaginer que l'espèce humaine se suffit à elle-même, en fait, crée tous les troubles que nous avons aujourd'hui. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis confiant. Parce que si on prend la liste de tous les problèmes, dès qu'on allume la télévision ou Internet, entre les problèmes écologiques, climatiques, les éventuelles épidémies, les guerres, etc., il y en a dans tous les sens. En fait, si on arrive à résoudre tout à un seul problème, qui est que nous pensons nous suffire à nous-mêmes, dit autrement, que l'espèce humaine devient individualiste, en allant plus loin, que chaque humain devient sa propre finalité, qu'on abandonne la relation aux autres, la relation aux vivants, eh bien ça crée tout ce que j'ai évoqué. Les guerres, les désordres écologiques, les désordres climatiques, les désordres sociaux, etc. etc. C'est beaucoup plus facile s'il n'y a plus qu'un seul problème, qui est l'individualisme de l'espèce humaine vis-à-vis des autres espèces, et même en tant qu'individu, cet individualisme qui nous coupe de la relation. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Et simplement, c'est plus simple à comprendre. La confiance, elle vient de là. Inspirons-nous du vivant pour retrouver la vie, nous réintégrer dans le vivant, pour vivre avec la vie, être compatible avec la vie. Et on fait un peu une trajectoire et on revient. Ça s'appelle une révolution. Hein, la révolution de la Terre autour du Soleil, mais c'est un peu ça, revenir à la maison. Notre maison, c'est la vie, ce qui n'empêche pas d'avoir des bâtiments, ce qui n'empêche pas d'avoir de la technologie, mais notre maison principale, c'est la vie. D'ailleurs, en grec ancien, ça s'appelait l'oikos. L'oikos, c'est pas simplement la maison, c'est la maison commune, avec les habitants, les interrelations et même d'une certaine manière avec le bétail, etc. C'est un peu ça. Revenir à la maison, c'est une révolution, mais c'est aussi une révolution au sens, l'autre sens de révolution, qui n'est ni la table rase, ni la révolte, ni la violence.
eu quelques erreurs historiques à ce niveau-là, enfin des erreurs qui ont été commises dans la violence. Non, la révolution, c'est un changement radical des modes de vie, des modes de pensée, des modes de réflexion, mais ça peut être fait aussi au service de la paix, au service de la joie. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu deux révolutions, la révolution agricole, la révolution énergétique. Eh bien, si on faisait la révolution de la vie, ce qui n'empêche pas de garder les acquis de la révolution agricole et de la révolution énergétique, mais par contre de construire l'avenir avec la vie. C'est ça qui me donne confiance, et même, peut-être, dire que c'est irréalisable, utopiste, etc. Oui, mais c'est un gros avantage. C'est quand je me lève le matin, avec ces idées-là, je suis plutôt joyeux. En fait, on se marre. C'est ça l'intérêt de travailler avec la vie. C'est ici, aujourd'hui, maintenant, avec les autres, avec une détermination et surtout des éléments qui ne viennent pas de nulle part. C'est très réaliste, puisque c'est la continuité de 3,8 milliards d'années d'histoire de la vie, de 300 000 années d'histoire de l'Homo sapiens dans la vie, de 8 à 10 000 ans d'histoire de l'humanité avec l'agriculture, donc on est bien dans une continuité, et justement d'éviter la rupture. Notre problème aujourd'hui, il est très simple, nous sommes en rupture avec la vie. Nous voulons penser comme des êtres technologiques, des êtres qui pourraient effectivement se suffire à eux-mêmes, et on en a d'ailleurs amené un principe qui est d'ailleurs ce qui régit notre modèle social aujourd'hui, c'est la compétition. Le modèle économique que nous avons aujourd'hui, qui n'est pas une finalité, qui n'est imposé par personne, que nous avons choisi par nos choix de vie, par nos choix politiques, par nos choix économiques, ce modèle économique nous dit la finalité de tout agent économique est la maximisation de son intérêt personnel. Si chacun va maximiser son intérêt personnel, on ne peut être qu'en compétition. La théorie nous dit que du coup ça va se réguler, parce que toutes les compétitions ensemble vont trouver un équilibre, mais en fait non, il y a toujours quelqu'un qui est plus fort et ça crée des déséquilibres. Ce principe social et économique est totalement opposé à l'histoire de la vie. L'opposé de la vie étant la mort, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est normal, ça ne peut pas être autrement. Encore une fois, c'est la suite de cette bonne nouvelle, en fait, on analyse assez clairement là où nous devons aller. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, encore une fois, mais pour construire notre beau pays, pour avoir la France que nous avons aujourd'hui, avons-nous. Il y en a beaucoup qui ont fait des efforts, qui ont monté des murets de pierre, qui ont labouré la terre, qui ont monté des terrasses, qui ont cultivé, qui ont défriché, qui ont planté, qui ont bâti, etc. etc. Eh bien, ce n'est pas facile non plus. Voilà. Reprenons la continuité de ces bâtisseurs avec la vie. Ce ne sera pas facile, mais en tout cas, c'est ça qui va marcher. Voilà la raison pour laquelle je ne suis pas angoissé. Bien sûr, il y a des craintes. C'est évident qu'il y a des risques aujourd'hui, que le risque de violence me semble plus important aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Okay, dont acte, mais à partir du moment où on en connaît la cause, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà, la confiance en l'avenir vient de là. La deuxième chose, c'est la détermination, qui est du registre, je dirais, des vertus, de savoir où on veut aller. Et là, c'est aussi essentiel que de vouloir parler d'écologie sans parler de vertu, ça me semble pas réaliste. On revient à la question peut-être du bien commun, du partage. La vertu, c'est le respect mutuel que l'on a vis-à-vis des uns des autres. C'est aussi le respect de la dignité, etc. Et la détermination en fait partie. C'est la force de notre volonté. Notre intelligence peut nous montrer où il faut aller, nous indiquer aussi que ça va être difficile, qu'on va peut-être se prendre quelques coups dans cette affaire-là. Et ensuite, c'est la volonté qui va nous permettre d'avancer, cette détermination. Et là, je n'ai aucun doute sur la capacité de détermination de l'humanité. C'est juste un choix personnel. Effectivement, mais c'est comme quand on joue au rugby. On a en face de nous des gens qui, en général, n'ont pas la même couleur de maillot que nous, qui ne veulent absolument pas qu'on aille poser notre ballon dans leurs embuts. Ok, ils vont nous mettre quelques caramels. La détermination, quoi qu'il advienne, je vais effectivement aller de l'autre côté. Un joueur de rugby n'est jamais optimiste, sinon il perd le match. Il peut être confiant, déterminé, alors confiant dans son équipe, confiant en lui-même sur sa détermination, et confiant dans ses camarades qui vont venir l'aider s'il se prend un caramel un petit peu trop important. Mais voilà, c'est ça la question de la détermination, c'est essentiel. Et pourquoi j'y crois? Parce que des fois, on me dit Patrice, tu es naïf, tu sais la nature humaine,
l'homme est mauvais, etc. Et puis voilà, il y a les guerres partout. Alors, si l'homme était mauvais, eh bien, en fait, on ne serait pas arrivé là dans l'histoire de l'humanité. On se serait déjà autodétruit depuis très longtemps. Bien sûr qu'il y a du mal dans l'humanité, et je suis assez bien placé pour le savoir, comme d'autres de mes camarades, parce que dans une première carrière, j'ai été officier et dans la Légion étrangère, et il se trouve qu'à cette époque, je suis beaucoup intervenu dans les Balkans, pendant une guerre civile, qui, comme toutes les guerres, est atroce, mais une guerre civile, elle est encore plus, il y a encore moins de régulation qu'ailleurs, donc autant vous dire que c'est quand même assez particulier, et donc j'ai été confronté au massacre, aux charniers, etc. Il y a différentes époques, effectivement, du conflit, donc voilà, j'ai pas de naïveté sur la nature humaine. Simplement, cette expérience m'a beaucoup appris, parce que même au milieu de cet enfer, j'ai vu des êtres de lumière, d'ailleurs dans les différents belligérants, d'un côté comme de l'autre. Des gens qui disaient non, ok, peut-être qu'il faut faire la guerre, mais je ne suis pas une bête. Des gens qui avaient de l'honneur, oui, ça existe, mais relisez notre histoire, il y a eu des choses très malheureuses et des choses aussi très très belles. Encore une fois, la méchanceté est un choix personnel, choisir de quel côté on va vouloir aller. Et surtout, j'étais aussi avec des légionnaires, et là, si vous êtes antimilitariste, ce qui est une position qui est respectable, hein, je ne parle pas du tout du caractère guerrier de la Légion, mais du caractère humain. Des hommes de toute nationalité, de toute culture, de toutes origines, de toute religion, de l'ordre de 150 nationalités. Certains qui ont été dans des pays où ils étaient en guerre, même les uns contre les autres, certains de leurs camarades qui sont avec eux, et qui décident de construire une famille avec d'autres basée sur des valeurs. Non pas sur de l'idéologie, puisque les légionnaires ne parlant pas français, on ne peut pas développer des concepts idéologiques trop compliqués, mais simplement sur le regard, sur la confiance, sur la solidarité, sur l'honneur, sur la fidélité, etc. Ça m'inspire énormément, encore une fois, dans sa dimension humaine, ça me porte, parce que là, effectivement, je me dis, à partir du moment où on a décidé, eh bien, c'est possible. Oui, peut-être que certains vont tomber en route, peut-être que certains n'y arriveront pas, vont se fatiguer, etc. Mais ce qui compte, c'est bien d'avoir un objectif et de vouloir le construire ensemble. Je suis vraiment confiant, là non plus dans l'avenir, mais dans la capacité, dans la détermination d'un groupe humain, avec cependant une précaution vraiment essentielle, c'est de se passer dès le départ, de se placer dès le départ dans une situation de respect de la dignité de la personne humaine, parce que la détermination peut aussi être très très destructrice. J'en reviens sur la question des valeurs, solidarité, altruisme, etc. Voilà, cet ensemble-là, que j'ai connu effectivement dans l'armée, enfin dans la Légion et dans l'armée en général, dit voilà, c'est possible. En fait, c'est juste une question de stratégie, et là je reviens de ma formation initiale à Saint-Cyr, et une des raisons pour lesquelles je ne suis pas toujours très à l'aise avec certaines pensées écologiques, on dit bah voilà, on va faire des petits trucs et puis après ça devrait aller, des bonnes pratiques, ou alors pour d'autres, bah, on va tout casser et puis après on regardera ce qui se passe. Alors moi je veux bien me battre, je veux juste avoir une chance de gagner, avoir une stratégie et être des gens en qui je peux avoir confiance, mais j'ai vraiment besoin de voir loin. Donc c'est toute cette idée, en s'inspirant du vivant, en ayant confiance dans les camarades, d'avoir cette vision d'une économie qu'on redéveloppera par la suite dans les autres épisodes, d'une économie inspirée dans la vie mais intégrée dans la vie, et bien à ce moment-là, on peut faire des petits pas, mais toujours dans la même direction et toujours dans un objectif qui peut être très loin. Ce que disait Guillaumet, qui est un homme d'une très très grande valeur morale, c'est un pilote qui était tombé dans la cordillère des Andes en 1930, c'est une histoire racontée par Saint-Exupéry, qui a passé presque une semaine à moins 40 dans la cordillère des Andes et qui est parti tout seul, sans nourriture, sans eau, sans équipement de grand froid. Et en fait, il nous dit, ce qui compte, c'est de faire un pas, et encore un pas. C'est toujours le même pas que l'on recommence, mais attention, ce ne sont pas des petites bonnes pratiques à droite à gauche, c'est un pas avec détermination, toujours dans la même direction, et en sachant, comme il le dit lui-même, que du côté des vivants, parce que lui il était dans un désert blanc, il y en a qui pensent à moi, il y en a qui savent que je marche, il y en a qui espèrent que je vais marcher pour les retrouver, et c'est donc toute cette relation avec les autres, cette confiance qu'ont les autres en nous qui nous permet d'avancer. Donc voilà, ce deuxième aspect, après l'inspiration de la vie, le deuxième aspect, c'est effectivement la détermination, et là c'est notre humanité. Nous sommes des êtres vivants et des êtres humains. Les deux sont très importants. Parce que si je ne prenais que l'inspiration de la vie,
il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas imiter dans la vie. Il y a une certaine forme de prédation très forte, venue par l'homme, totalement au hasard, par exemple, imiter le comportement de la menthe religieuse, je ne suis pas totalement d'accord, pour plein de raisons. Il ne faut pas tout imiter dans le vivant. C'est parce que nous sommes humains que nous allons être capables de décider ce qui est vraiment fondamental dans le principe de la vie pour construire l'avenir avec détermination. Donc c'est ça, tous les sujets que je vais traiter à l'avenir, retrouver la vie pour construire l'avenir avec confiance et détermination. Donc là, la vision, vous l'avez, nous l'avons. Je n'ai pas dit encore une fois que ça allait être facile, mais en tout cas, on sait où on va aller. Et tout ce que l'on a construit et tout ce que nous voulons construire pour la suite, c'est basé là-dessus. La vie, l'humanité, la confiance, la détermination. Au début, c'était un rêve, comme je l'ai dit, et depuis, j'ai eu beaucoup d'échecs. Mais chaque échec nous permet d'apprendre. On apprend ou on réussit, mais systématiquement on progresse. Mais surtout, on a commencé à avoir des retours extrêmement réjouissants, satisfaisants. D'abord, on s'est bien amusé, même si des fois il y a eu des choses qui ont été difficiles. Et au début, c'était un rêve, peut-être une illumination, etc. Et maintenant, ce n'est même plus une détermination, c'est une certitude, parce que ça avance. Bien évidemment, le chemin que nous avons fait avec certains de nos camarades, il est tout petit, et on est encore très très loin de se dire que c'est gagné, mais en tout cas, le bateau se met en marche, une certaine inertie qui va le faire. C'est pour ça que nous avons créé Utopia. Utopia, c'est ce mouvement des personnes de bonne volonté qui veulent s'inspirer de la vie, être compatibles avec la vie, aussi être des êtres humains qui s'inspire uniquement de ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité, ce qui a construit notre pays, ce qui nous permet de voir l'avenir avec sérénité, cette base de solidarité, d'altruisme, d'amour, d'amitié, de camaraderie. Enfin, tout ça, c'est pas du tout du flan. Et d'ailleurs, accessoirement, c'est ça l'origine du bonheur, tout ce qui est la relation humaine. Et Utopia, voilà, c'est une communauté, un groupe, je ne veux pas forcément le caractériser parce que c'est pas formel d'une certaine manière. Alors pourquoi Utopia ? Eh bien, ça veut dire oikos, topos. Oikos, la maison commune, et topos, le lieu. C'est évidemment un jeu de mots avec l'utopie de Thomas More, qui à un moment aussi assez politiquement compliqué, avait inventé un monde qui n'existait pas. C'est ça la question de l'utopie. Mais l'utopia, ça reprend l'oikos, qui est aussi la racine de économie et écologie. Écologie, oikos, logos, la connaissance de la maison commune. Vous voyez que l'écologie, c'est pas de la politique, c'est s'inspirer du vivant, comprendre autant qu'on le puisse effectivement le vivant. Et économie, oikos, nomos, la gestion de la maison commune. L'économie, ce n'est pas gagner le plus d'argent possible. Là, c'est une dérive de l'économie actuelle, mais c'est pas du tout ça l'économie. Et vous voyez que économie et écologie sont totalement indissociables. On ne peut pas gérer quelque chose qu'on ne connaît pas. L'écologie étant la première base, la première étape à avoir, comprendre qui nous sommes, où nous allons, et l'économie, comment le gérer. Donc Utopia, c'est réconcilier oikos logos, oikos nomos, réconcilier économie et écologie, c'est ce qui s'appelle une économie vivante, intégrée dans le vivant.